Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, Rémi. C'est un sujet dont tu m'as parlé avant même qu'on débute les chroniques en disant là, je t'avertis, on pourrait parler de ça, mais d'abord, c'est pas léger. Puis je t'ai dit non, on y va. C'est quand même assez intéressant comme simulation. Aujourd'hui, tu as décidé de détruire la ville de Québec virtuellement, bien sûr, en simulant donc une attaque nucléaire contre la ville. Avant de parler de ce que ça ferait, comment est-ce qu'on fait ce genre de simulation-là? Oh, est-ce que tu m'entends, Philippe? Oui, c'est revenu. OK, donc, comment est-ce que tu as réussi à faire cette simulation-là d'une attaque nucléaire contre la ville de Québec? Ouais, je vais t'expliquer ça. Tout d'abord, je pense que je vais faire quelque chose que je fais jamais. Je vais émettre un genre de trigger warning. C'est vraiment un sujet perturbant. Et s'il y a des gens qui veulent aller prendre un café pendant ce temps-là, je leur en tiendrai pas rigueur. Ouais. Toi, peut-être, mais moi pas. Je le fais dans la foulée de ma chronique de l'hiver dernier, où j'avais parlé du livre de Danny Jacobson, Nuclear War a Scenario. Alors, on parlait comment une guerre nucléaire pourrait se dérouler, comment c'était facile à déclencher et très difficile à arrêter. C'était un peu... et le sujet revient un peu dans l'actualité, parce que tous les grands États actuellement investissent massivement dans les nouvelles armes nucléaires. Les doctrines sont en train de changer et on n'a plus aucune certitude. On est dans un monde beaucoup plus dangereux qu'il y a quelques années, un peu comme... On revient un peu dans la même situation que la guerre froide, donc il faut en parler. Maintenant, pour répondre à ta question, comment on s'y prend pour faire cette simulation-là? C'est très facile. J'ai utilisé un site gratuit qui est en ligne depuis des années, qui est très respecté, qui s'appelle NukeMap. Alors, ça permet de choisir un type de bombe, de le faire tomber à un endroit de ton choix sur la planète. C'est relié avec des données démographiques, alors on sait combien de gens sont affectés. Grosso modo, c'est ça. Alors, j'ai utilisé NukeMap et j'ai fait sauter des bombes sur la ville de Québec. Où est-ce que tu as décidé de les laisser tomber, là? C'est cette bombe atomique virtuelle, bien sûr. Ouais, en fait, j'en ai fait exploser deux. Simplement pour signaler que les grandes villes, il n'y a pas de raison que ce soit ciblé par une seule bombe. En réalité, durant la guerre froide, on sait, ça a été déclassifié, que la ville de Moscou était ciblée par 70 bombes atomiques. Bon, Québec est certainement pas une cible aussi prioritaire, mais deux bombes, ça avait de l'allure. Alors, en fait, j'ai choisi ce NukeMap, un missile SS-25, qui est un missile russe là, qui est préprogrammé et qui contient chaque missile SS-25 contient 10 bombes de 800 kilotonnes. Ça, c'est du gros calibre, c'est 55 fois la bombe d'Hiroshima. Mais c'est du matériel... C'est du matériel russe standard. Là. S'ils nous attaquaient, ce serait probablement ça qui nous tomberait dessus. Alors, un missile comme celui-là peut attaquer plusieurs cibles de façon indépendante. Alors, il va survoler le territoire, va laisser tomber une bombe ça et là sur son chemin. Alors, dans mon hypothèse, il pourrait laisser tomber, par exemple, une bombe sur la base militaire de Bagotville, au Saguenay. Après ça, il dropperait 2 bombes sur Québec en passant, peut-être 5 sur Montréal, puis continuerait sa course, disons, jusqu'à Plattsburgh, une base de missiles, pas de missiles, mais de bombardiers B-52, puis il pourrait en laisser 2 de plus là-bas, parce que c'est une cible importante. Et si on parle plus précisément de la ville, là, on t'a parlé de la base de Valcartier. Si c'était la ville même, ce serait quoi les endroits? Il avait parlé de la base de Bagotville, mais t'as raison, la base militaire de Valcartier. Mais t'as raison, la base militaire de Valcartier est aussi une cible intéressante. Oui. C'est une des deux que j'ai retenues. Puis sinon, on a une cible industrielle absolument majeure et prioritaire, la raffinerie de Valero à Lévis. Il y a plus de 80% du pétrole du Québec et de l'Est de l'Ontario qui vient de là. Donc, cible industrielle super importante. À noter que dans ce scénario-là, la ville de Québec n'est même pas directement touchée. Effectivement. Une bombe à Valcartier, une à Lévis, mais la ville serait détruite quand même. Ah, ben là, j'en suis assez sûr. Il se passerait quoi, mettons, si ça explosait à ces endroits-là? Là? Ouais, écoutez, une explosion nucléaire, c'est pas du tout comme au cinéma. J'ai jamais vu aucun film qui en donnait une représentation vraiment réaliste. Pas que certains tombent un peu plus proches. D'abord, il faut comprendre que l'explosion est beaucoup plus grande que ce qu'on montre d'habitude au cinéma. Dans le cas d'une bombe de 800 kilotonnes, la boule de feu initiale fait à peu près 3 km de largeur.
Mais après ça, l'explosion continue de s'étendre. Alors, elle va couvrir essentiellement presque toute la ville de Québec et elle va monter à 15 km d'altitude. Autrement dit, dans les films, on voit souvent l'explosion au loin. En pratique, vous allez être en dessous. Et ça va être horrifiant. Aussi, on peut calculer qu'il y a 6 effets qui se déroulent un peu en séquence. Tu as d'abord un flash de lumière, une onde thermique, une onde de choc, avec l'onde sonore qui vient avec, les retombées radioactives, la tempête de feu, et après ça, l'hiver nucléaire. Alors ça, c'est la totale. Effectivement. Mettons qu'on commence par le flash de lumière. C'est quoi, ça? La première chose d'aller voir, là, dans les premières millisecondes de l'explosion, il y a une émission de lumière absolument fantastique. Une explosion nucléaire, c'est plusieurs fois plus brillant que le Soleil. Et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Dans les années 50, les Britanniques avaient fait une expérience, ils avaient fait exploser une bombe, puis il y avait un porte-avions à quelques kilomètres de là. Ils avaient mis les marins sur le pont du porte-avions, en faisant le dos à l'explosion, en fermant les yeux puis en mettant leurs mains sur leurs yeux. Et malgré ça, la lumière était tellement intense qu'ils disent qu'ils ont vu leurs os et leurs veines à travers leurs mains. Tellement la lumière était intense. OK? Le flash de lumière, c'est quelque chose, vous n'avez pas idée. Effectivement. Et le flash dure plusieurs secondes. En fait, ça dépend de la puissance de la bombe. Plus la bombe est plus puissante, plus le flash va durer longtemps. Dans le cas d'une bombe de 800 kilotonnes, elle durait peut-être 20 ou 30 secondes. Et ça va vous aveugler. La lumière est tellement puissante qu'elle va vous aveugler au moins temporairement, quelques minutes ou plusieurs heures. Et si vous regardez directement dans la direction de l'explosion, là, vous venez de perdre la vue à tout jamais. J'espère qu'on a encore nos lunettes d'éclipse, là. Je pense même pas que ça serve dans ce cas-ci. On s'entend. T'as parlé, Philippe ça pourrait peut-être aider, mais... Il y a peut-être pire comme risque que ça, évidemment. T'as parlé du flash de lumière. T'as parlé de l'onde thermique. Ça, c'est quoi? Ouais. Après, la lumière s'accompagne d'une grande émission de rayons infrarouges. Et c'est peut-être ce qui fait le plus de dégâts, en réalité. Alors, si vous travaillez à la raffinerie locale, chez Valero, vous allez être vaporisé immédiatement parce que la boule de feu va toucher le sol. Puis bon. Mais si vous êtes un peu plus loin, ce qui arrive, c'est qu'il y a une émission de chaleur très, très élevée. Alors, pensez à ça comme un coup de soleil. Hein? La lumière se déplace en ligne droite à vitesse de lumière. C'est pas une vague de feu, là. Vous êtes atteint immédiatement. Et le maximum de l'onde thermique se déroule 1/3 de seconde à peu près après le début de l'explosion. Dans les zones qui sont exposées, là, les zones les plus proches, qui sont quand même assez loin, vous pouvez vous promener dans la rue, vous voyez le flash, puis une demi-seconde plus tard, vous êtes en feu. Dans toutes les parties qui sont exposées directement à l'explosion. Parce que ça se déplace en ligne droite. Alors, si vous faites face à l'explosion, vous allez être carbonisé, brûlure au 3e degré, sur tout le devant, mais dans le dos, vous allez être intact. Si vous êtes à l'ombre d'une maison, vous allez être épargné. Mais la maison, elle, va commencer à prendre en feu parce qu'elle prend de la chaleur. C'est un peu ça l'affaire. Si on parle des zones affectées par nos explosions simulées, pour commencer, toute la rive sud, entre Bernières puis Lauson, va être exposée à ces radiations de 3e degré. Donc, vous allez partir en feu puis pas mal tout avec. Ça se rend jusqu'à pointe est de l'île d'Orléans, la pointe ouest, pardon. Évidemment, tout le Vieux-Québec, Sainte-Foy, Vanier, Limoilou, ça part en feu. Et pour la deuxième bombe, celle sur Valcartier, on parle d'une zone de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier jusqu'à Lac-de-L'Age et Neuchâtel à peu près. Donc, des immenses territoires qui sont affectés par une onde. Et ça se déplace à vitesse de la lumière. Donc, immédiatement, le maximum, c'est 1/3 de seconde après le début de l'explosion. Ça n'avait même pas le temps de se cacher, là. Ben non, effectivement, c'est extrêmement rapide. Même, si on parle du flash de lumière, l'onde thermique, c'est rapide, mais l'explosion en tant que telle, ça dure pas 30 minutes, ça non plus. Ça se calcule à peu près en combien de temps? Ben, l'explosion est tellement brutale que l'onde de choc, vous savez, le souffle de l'explosion, si vous voulez, se déplace plus vite que le son. Alors, première des choses, une explosion nucléaire, c'est silencieux. Quand vous l'entendez, vous avez déjà été vaporisé, plus ou moins.
ou réduit en morceaux, ou en tout cas, tout autour de vous est en train de s'écrouler. C'est un souffle qui est très puissant. Imaginez si vous faisiez sauter un camion bourré d'explosifs dans la rue en avant de votre maison. C'est à peu près ça que ça donnerait. C'est pas un coup de vent, là. C'est une onde de choc, c'est une explosion. L'onde de choc se déplace donc à peu près à 1200 km/h au départ. Elle va ralentir un peu vers la fin. Puis il y a deux ondes d'effet. Enfin, on distingue, ou même trois, on distingue souvent une zone de destruction totale où la pression exercée par l'onde de choc va être 20 pouces par pouce, 20 livres par pouce carré. C'est un peu technique, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui survit. Mais comme l'explosion a lieu à haute altitude, il n'y a rien qui est affecté à ça. Par contre, tu as la zone de 5 livres par pouce carré, où là, essentiellement, une maison en bois va être jetée à terre à peu près au complet. Un immeuble pourrait peut-être survivre, un immeuble d'habitation en béton armé pourrait peut-être survivre, mais le coup de vent, l'onde de choc, comme le viderait de tout son contenu, tout tomberait dans la rue, mais peut-être la structure resterait debout. Le pont de Québec survivrait probablement. Il est dans zone... les deux ponts là, sont dans zone de 5 PSI, mais c'est des structures très solides. Donc, probablement qu'ils seraient ébranlés et résisteraient. Pour se donner une idée des zones affectées par l'onde de choc maximum, on parle de, évidemment, Lévis, Saint-Romuald, Pintendre, tout ça, c'est aplati. Évidemment, tout le Vieux-Québec, Sillery, aplati. Saint-Gabriel, Valcartier, Val-Saint-Michel, aplati. Et après ça, l'onde de choc continue. Il y a la zone à 1 PSI. Ça va casser toutes les fenêtres. Ça va les faire exploser dans votre face si vous regardez, soit dit en passant. Puis ça va arracher une partie des toits. Bref, c'est comme un dégât d'un ouragan puissant. Alors là, on a une zone... mon Dieu, je l'ai-tu noté? Ah, c'est ça. Je m'étais un peu trompé dans mes affaires. Saint-Gabriel, Valcartier, tout ça, c'est les zones étendues. Mais disons que si vous êtes... entre les deux explosions, par exemple, à l'ancienne Rolle-Lorette, vous subissez ces effets-là de front. Alors voilà. Puis après l'explosion, tu sais, le souffle de l'explosion s'en va vers l'extérieur, démolit tout ça à manière d'une explosion, mais ça crée un vide. Alors l'air est aspiré après. Alors après l'onde de choc qui démolit tout, tu as comme une espèce d'effet d'aspiration, un vent en sens inverse, qui est de la force d'un ouragan et qui s'en va vers le centre de l'explosion. Et c'est ça qui est éventuellement, cette air-là qui est aspiré dans le fameux champignon et qui monte à 12 ou 15 km d'altitude. C'est très intense. Et tu as aussi parlé des retombées radioactives. Ça fait quoi, ça? Ouais. Là, on parle d'une explosion en haute atmosphère. Ça crée un peu moins de retombées radioactives. Si l'explosion avait lieu au sol, tout le sol deviendrait irradié. On aurait des tonnes de trucs. Mais quand même, la bombe elle-même, puis le matériel qui la compose, devient immensément radioactif et a tendance à retomber sur le sol sous forme une espèce de neige, de poussière qui est extrêmement radioactive. Et si vous êtes dans zone de retombée, vous allez avoir une dose fatale en moins d'une heure à peu près. Et ça, c'est dispersé par le vent. Alors, ça retombe un peu au loin. Ça dépend de la force du vent. Mais disons que des zones comme... toute la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, jusqu'à Montmagny, c'est des zones typiquement avec le régime des vents qui subiraient des autres doses mortelles de radiation, à moins de se protéger sous terre essentiellement, c'est la meilleure façon, mais c'est pas très commode. Non, effectivement. Donc ça, c'est les retombées radioactives. Et la fameuse tempête de feu, ça, c'est après l'explosion? Ouais, c'est ça. Au moment où on se parle, d'après Newmap, il y a à peu près 382 000 morts et blessés. Et généralement, les militaires, quand ils parlent des effets des bombes, ils en finissent là. Sauf que ta fameuse onde thermique, elle a allumé des incendies absolument partout. Et parallèlement à ça, toutes les maisons sont dispersées. Il y a du bois partout, des voitures en flammes, tout ça. Tous les toits sont ouverts, toutes les fenêtres sont ouvertes. Alors le feu prend là-dedans. La tempête de feu, on a vu ça les premières fois durant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait des grands bombardements. C'est que le feu devient tellement intense qu'il crée son propre microclimat. Il aspire l'oxygène, il s'entretient, puis il s'étend très très vite. Alors tu peux avoir du feu qui descend, par exemple, une rue, une vague de feu qui descend une rue, même sans avoir de support. C'est comme l'air lui-même qui s'enflamme. Et les vents qui s'en vont vers la zone de feu sont également de force
pratiquement ouragan, donc c'est très difficile de s'en échapper. Alors, tu peux imaginer la situation, tu as subi l'explosion, tu es aveugle, tu es probablement sourd parce que le son est très intense quand tu le reçois. Tu as probablement été blessé par des éclats. De bois ou de verre ou des choses comme ça. Il fait très noir parce que l'explosion, le nuage coupe à peu près 95% de la lumière du soleil parce que tout est en train de brûler autour de toi. Alors, pour s'échapper de cette affaire-là, très difficile. Il n'y a plus de moyens de transport. Toutes les rues sont comme encombrées de débris. Et le vent progresse, enfin, la tempête de feu progresse vers toi à grande vitesse. Fait qu'à mon avis, les gens de l'ancienne Lorette, qui sont entre les deux explosions, ils survivent temporairement et à un moment donné, ils sont incinérés par la vague de feu qui les rattrape et auquel ils peuvent difficilement échapper. Et en 2 mots, Philippe, on parle aussi de l'hiver nucléaire. Ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est dans l'hypothèse où il y a beaucoup d'explosions nucléaires partout dans le monde, sur toute l'Amérique du Nord, la Russie, tout ça. Ça crée beaucoup de suie et elle s'en va dans la stratosphère, c'est-à-dire au-dessus des nuages. Parce que les champignons atomiques sont tellement hauts qu'ils apportent la poussière au-dessus des nuages. Et donc, ils peuvent pas, la poussière ne peut pas être ramenée au sol par la pluie parce que c'est au-dessus des nuages. Alors, la poussière s'accumule là, elle va s'accumuler pendant des années et des années en cachant le soleil. Alors, on calcule que dans le cas d'une guerre thermonucléaire totale, ça pourrait être le mois de janvier qui s'installe pour à peu près les 8 ou 10 prochaines années. Le mois de janvier, là, je veux dire, de plein hiver. Sur toute l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Eurasie, la Sibérie, tout ça. Et puis le reste du monde, le climat perturbé en conséquence. Alors, en fait, il compare ça un peu à l'effet de la météorite qui a fait éteindre les dinosaures. Ça scrape tellement le climat qu'à peu près toute la population de l'hémisphère nord meurt. Tous les animaux aussi, ils ne peuvent pas survivre à 10 ans d'hiver. Et même dans l'hémisphère sud, les zones tropicales, la vie devient très, très difficile. Alors, on pense que l'hiver nucléaire rajouterait peut-être 5 milliards de morts. Et même dans un échange limité, mettons entre le Pakistan et l'Inde, qui n'ont pas beaucoup de bombes, ça affecterait suffisamment le climat peut-être pour créer 2 milliards de morts par famine parce que les récoltes seraient moins bonnes. Donc, c'est un énorme problème et c'est vraiment la cerise sur le Sunday, même si vous êtes dans un village éloigné de l'Abitibi, vous êtes affecté en fait par la guerre atomique de plein fouet. Ça a été un exercice certes troublant, mais ô combien pertinent et bien fait. Philippe Gauthier, merci beaucoup d'avoir fait ce travail-là pour nous. Merci de nous l'avoir expliqué et résumé aussi bien. Au plaisir de se reparler dans 2 semaines. Je te souhaite une belle journée. Puis je vais essayer de trouver un sujet un peu plus léger. En espérant que ce ne soit pas arrivé d'ici là. Merci Philippe. Merci, au revoir. Bye bye. 8h19 maintenant sur les ondes de CKIA 88.